Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, nous recevons M. Fred Lordino puisqu'il vient nous faire un débriefing sur la plénière qui a eu lieu lundi et mardi à plénière de la CTM, mais c'était pas en présentiel. Bonjour M. Lordino, comment ça va? Bonjour Mano, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk. Après ces 2 jours de débat houleux, peut-être surtout le premier jour à la CTM, comment ça va? Un débat houleux, mais finalement avec des décisions satisfaisantes. Oui. Le principal dossier, on va dire, celui qui faisait le plus polémique, le dossier numéro 64 concernant un fameux plan de financement, a été rejeté de l'ordre du jour par une majorité incontestable des membres de l'Assemblée et nous avons pu débattre d'autres choses et rappeler à l'exécutif la nécessité d'exécuter la décision de l'Assemblée. Alors, ce fameux plan, on vous demandait de voter sur un plan de financement, mais qui n'était pas adossé à un projet qui était bien ficelé, tout ça. Parce que j'ai entendu le président Lise qui disait, il sera obligé, lors de la transmission en préfecture, de mettre des réserves. C'était quand même un peu... c'était quand même étonnant. Curieux et inhabituel. Voilà, curieux et inhabituel. Voilà, parce qu'une délibération de l'Assemblée, doit être exécutée. Or, là, il y a eu une procédure qui a été engagée par le président du Conseil exécutif et le préfet, d'ailleurs qui se retrouve dans une situation juridique assez inextricable, puisqu'il n'y avait pas de délibération pour engager cette procédure d'expropriation, mais il n'y avait pas non plus de plan de financement pour réaliser les travaux en cas d'expropriation. Et aujourd'hui, l'Assemblée dit non, il y a aujourd'hui un recours qui est fait devant le tribunal administratif. Vous ne pouvez pas nous faire voter un plan de financement d'une opération que nous n'avons pas nous-mêmes décidée. Et le président Lise émettait plusieurs réserves, y compris celle importante, c'est que la décision de juin a créé des droits en faveur du propriétaire du terrain, mais elle a créé un droit aussi pour la collectivité. Le propriétaire de terrain ne peut plus vendre son terrain. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vendre et le conseil exécutif dit nous ne faisons pas les travaux. Aujourd'hui, on nous dit que ça a coûté 700 000 € pour réparer la casse des 4 canalisations à Font-Saint-Jacques. C'est le conseil exécutif Marie-Sainte qui le dit. Eh bien, nous disons, prenons 700 000 € pour indemniser le propriétaire et réaliser la pose des 83 mètres de tuyaux. Et dans moins de 3 mois, nous avons de l'eau. Alors, j'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention le chef de file de la majorité. Bon, ça peut paraître bizarre lorsqu'on dit le chef de file de la majorité. Je parle de Jean-Philippe Nilon, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il est un petit peu dans l'opposition. Mais bon, le thème, c'est ça. Il est le chef de file de la majorité. Je l'ai entendu expliquer que si on allait dans la décision, la nouvelle décision qu'on présentait, le propriétaire, M. Bali, aurait gagné encore beaucoup plus d'argent. Parce que, d'après les calculs, il a fait des calculs, il a donné un chiffre, il a dit, mais vous allez le rendre encore plus riche pour une toute petite partie de sa parcelle, alors que si nous le payons, ces 225 000 €, nous serons, nous, propriétaires de 3 hectares qu'on pourra éventuellement donner à des agriculteurs pour travailler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le raisonnement est exact. Plus vous avez une canalisation qui empiète sur une propriété, plus vous devez verser une somme si vous voulez l'exproprier. Donc, c'est le tribunal qui fixe, il ne faut pas l'oublier, c'est le tribunal qui fixe l'indemnité d'expropriation et c'est la CTM qui paie. Donc, ce que dit le collègue, c'est que vous nous embarquez dans une procédure avec un tracé qui est beaucoup plus long, 455 mètres maintenant, il y a quelques mois, c'était 2 km 200, mais vous risquez de pénaliser la collectivité et aussi les citoyens qui n'ont pas d'eau parce que vous aurez à payer plus et les travaux vont durer plus longtemps. Il a aussi dit qu'il faut faire passer la nouvelle conduite sous la rivière du Lorrain, ce que, objectivement, personne ne maîtrise en termes de délai. Là, ce n'est pas M. Nilon qui a dit ça. Si, il l'a dit. Il a parlé du saccage écologiste. Du saccage écologique, dans ce sens-là. Voilà. Ce argument que nous partageons tous les deux. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce dossier n'est pas passé. Il a été retiré. La suite de cette histoire, c'est quoi, M. Lordino? La suite, c'est l'exécution par le président du Conseil exécutif de la Convention. C'est ce qu'il devrait faire. Je ne sais pas si
le préfet va persister, je dirais, dans cette impasse avec l'enquête publique. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont occuper les locaux de l'enquêteur à la mairie du Lorrain, font obstacle à toute espèce de procédure pour fausser le résultat de l'enquête. Mais là, il y a d'autres recours dont nous disposons. Nous, les 11 plaignants, nous qui avons déjà fait un recours, nous avons aussi la possibilité, si, le préfet persiste, d'attaquer ce qu'il va faire sur un arrêté de cessibilité. On a la possibilité de l'attaquer pour excès de pouvoir. On a aussi la possibilité de demander au juge administratif de faire un référé, c'est-à-dire en 48 heures de dire que cette procédure est illégale. Aujourd'hui, il faut sortir de cet encaillage et faire que, on va dire, les tuyaux d'abord et l'eau ensuite. Mais dites-moi, enfin, pour nos amis qui nous regardent, ça veut dire qu'une enquête publique est supérieure à une décision de l'Assemblée de Martinique? Non. Le préfet, lui, a pris un arrêté pour faire cette enquête publique. L'enquête publique va donner un résultat. D'ailleurs, le résultat devrait être approuvé ou pas par le conseil municipal du Lorrain. Donc le maire du Lorrain devra réunir son conseil municipal et les conseillers municipaux du Lorrain vont se prononcer. Mais je le répète, la base légale de l'enquête n'existe pas, c'est-à-dire une délibération. Et le plan de financement non plus de cette enquête qui doit déboucher sur des travaux après expropriation n'existe pas. Donc le préfet, là véritablement, j'espère qu'il aura, l'intelligence de revoir le président du conseil exécutif pour régler cette question au bénéfice de tous les Martiniquais. Oui, parce que j'ai entendu aussi le maire de Rivière-Pilote hier, qui très remonté, puisque dans sa commune, ils n'ont pas d'eau. Il dit que lui-même à Rivière-Pilote, il n'a pas d'eau chez lui. J'ai entendu Jean-Philippe Nilor aussi dire qu'il n'a pas d'eau chez lui. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes à Sainte-Luce, dans le sud, Rivière-Pilote, Gaumont, qui n'ont pas d'eau. Il faut quand même arriver à un consensus pour que les Martiniquais puissent avoir de l'eau le plus tôt possible. Le consensus, c'est de poser ces 83 mètres de tuyaux qui ont déjà été achetés, c'est de signer cette convention avec le propriétaire et de passer à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Bien. En tout cas, espérons ça. Espérons que les Martiniquais, ce sont eux qui vont enfin être gagnants et avoir de l'eau. Oui. Alors, il y a aussi le dossier de Corsair qui a été retiré. Le fameux dossier 74. Celui, c'est le 74, d'accord. Oui. Donc, c'est Corsair qui demandait à ce que la région, que la CTM puisse entrer dans le capital de Corsair. On rappelle pour mémoire qu'il y a des Guadeloupéens, ce sont des Guadeloupéens qui sont à la tête de la reprise du groupe Corsair et des avions qui veulent desservir les Outre-mer. Voilà, la compagnie Corsair a quelques difficultés, comme toutes les compagnies aériennes du monde, depuis la pandémie, et aujourd'hui demande à l'État de contribuer à l'amélioration de ses comptes, ce qui est tout à fait normal. Ils ont donné à Air France. Hein. Oui, mais l'État a une obligation, il ne faut pas l'oublier, de continuité territoriale. Oui. Ça, c'est l'État qui doit assumer cette responsabilité. Et un certain nombre d'investisseurs guadeloupéens, nos compatriotes guadeloupéens, décident de participer à un tour de table pour entrer dans le capital de la société. Jusque-là, tout va bien. Oui. Là où ce n'est pas clair, c'est que le collègue Robin, qui est comme moi-même membre de l'opposition, et demande au président du conseil exécutif ce qu'il en est. Et le 17 décembre, 5 jours avant la plénière, 5 jours avant, on a déjà l'ordre du jour, il envoie un courrier au collègue Robin pour lui dire qu'il y a une réunion qui s'est faite le 20 juillet à la demande d'un consortium composé d'investisseurs privés de Guadeloupe. Bon, qu'on lui a exposé les grandes lignes du projet. Néanmoins, aucun dossier de demande financière, ni aucun élément précisant le montage juridique retenu et le plan de financement de l'opération n'ont été transmis à ce jour. Et il dit, j'ai demandé à mes équipes d'étudier avec les autres équipes la faisabilité juridique et financière d'un soutien à cette opération. Donc, il écrit ça... Le soutien, c'est quand même 3 millions. Hein. Il écrit ça le 17 décembre. Oui. Et puis, samedi après-midi, on nous envoie un dossier supplémentaire, le fameux dossier 74, et on voit un document signé du président oui. Marie-Jeanne, daté du 18 décembre, qui dit « La collectivité territoriale de Martinique est donc sollicitée pour participer au capital
du consortium Outre-mer Airplane à hauteur de 3 millions d'euros et disposer ainsi d'un poste au comité stratégique. Donc le 17, il écrit aux collègues pour dire on n'a pas d'informations, on n'a pas de dossier, on n'a rien. Et le 18, le samedi après-midi, il nous dit pour la plénière de la semaine prochaine, je vous demande de voter 3 millions d'euros. Ce n'est pas acceptable, ni sur la forme, ni sur le fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'aucuns disent qu'il y aurait eu un appel d'un ministre du gouvernement qui aurait dit au président du conseil exécutif, eh bien, nous demandons 3 millions d'euros à la Guyane, à la Guadeloupe et à une autre collectivité, Mayotte, eh bien, mettez 1 million d'euros, mettez 3 millions d'euros. Allez, messieurs, exécutez-vous. Et naturellement, il y a eu un débat, et fort heureusement, ce dossier a été sorti de l'ordre du jour, et nous demandons, là maintenant, à l'exécutif, de nous présenter un dossier conforme. Mais ce que nous ferons, nous, conseillers de l'opposition, nous allons réunir la commission développement économique présidée par le collègue Yann Monplaisir et nous allons collecter des éléments d'information pour traiter comme il se doit ce dossier. Donc voilà aujourd'hui un élément supplémentaire qui montre qu'autour du président Marie-Jeanne, parce que c'est incroyable qu'il puisse faire ça lui-même, qu'il y a des gens qui lui font faire, et j'ose le mot, beaucoup de bêtises. Mais en fait, quand même, il y a deux assemblées. Il y a l'Assemblée de Martinique et il y a le Conseil exécutif. Ça devrait être comme en Corse, j'aime bien le rappeler, travailler dans le même sens pour le bien-être des Martiniquais. On a l'impression qu'il y a une opposition, ça fait 5 ans quand même, et on a l'impression qu'il y a une opposition et que ce sont les Martiniquais qui payent les pots cassés. Quand on voit ce qui se passe pour l'eau, il aurait dû déjà avoir une organisation unique de l'eau en Martinique, avec les différents fermiers, avec ceci, cela. Là encore, ce sont les Martiniquais qui payent les pots cassés. Qu'est-ce qui se passe? Une fois l'élection passée, tout le monde ne peut pas travailler dans le même sens? Il se passe que, et le collègue Yann Monplaisir se rend compte qu'il y a une pratique autoritaire et autocratique du pouvoir. C'est-à-dire que on rappelle que Yann Monplaisir est le premier vice-président membre de l'Assemblée. De la fameuse coalition, Grand Assemblée. Signataire de cette coalition. Et objectivement, il reconnaît que ça ne fonctionne pas. Il a cru à un moment, et on peut le comprendre, que ça fonctionnerait. Il a cru en la bonne volonté, c'est un entrepreneur, il veut faire avancer le pays, mais il se rend compte que c'est l'impasse. Donc devant cette pratique antidémocratique, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'on prend tous les pouvoirs et on réduit l'Assemblée à une chambre d'enregistrement, alors que la loi de juillet 2011 dit c'est l'Assemblée qui vote le budget, c'est elle qui donne l'impulsion, l'orientation, et le conseil exécutif, lui, il applique des délibérations et il propose des choses aussi. C'est un aller-retour, comme en Corse, où on a la même configuration et où ça fonctionne. Donc là, il y a, je dirais, une question fondamentale que les Martiniquais devront trancher, me semble-t-il, en juin prochain, puisque c'est quasiment officiel, les élections auront lieu en juin, c'est la manière dont on dirige. C'est-à-dire la question de la gouvernance, et c'est les règles, la manière dont on exerce le pouvoir. Et j'ai entendu un universitaire dire sur un média dimanche dernier qu'il y avait une conception patrimoniale du pouvoir. Pouvoir là, c'est à moi, pas moyen, il m'a qu'à faire ça m'aller, m'a qu'à m'en dit obéir. Ben non, c'est pas comme ça. Alors, est-ce que il y a, je sais pas moi, est-ce qu'on va amender certains textes de cette loi de manière à ce que les choses aillent mieux? Parce que les gens, en fait, tournent l'avantage à la loi, des fois, à leur avantage dans cette histoire-là. Mais la loi de juillet 2011 est une loi équilibrée. Il faut que les Martiniquais la regardent et que même les élus. C'est une loi qui a été élaborée, il faut le dire, par les députés à l'époque des deux camps qui dominaient la vie politique. Le député Alfred Marie-Jeanne et le député Letchimi du PPM, élaboré avec le président Sarkozy, qui est lui-même un avocat. La loi est équilibrée de mon point de vue. Nous devons aller jusqu'au bout de cette loi. Ce n'est pas la peine de rentrer encore dans des discussions pour perdre du temps. On peut l'améliorer, certes, mais aujourd'hui, nous pouvons l'appliquer telle qu'elle est dessinée, mais surtout, la loi nous laisse une grande latitude. Tous les vides, entre guillemets, laissés par la loi, nous pouvons
remplir ces vides par nous-mêmes. Et c'est là où je pense qu'il y a une attitude assez incompréhensible. Je l'ai dit à mon collègue Johnny Ajar, secrétaire général du Parti progressiste. Aujourd'hui, alors que le PPM est à l'origine de la loi, on dirait qu'il a honte de défendre une loi qu'ils ont fait voter. Et il cautionne une attitude du président du Conseil exécutif qui refuse de reconnaître les prérogatives de l'Assemblée. Aujourd'hui, le PPM refuse la motion de défiance, qui est une motion qui a été inscrite par la volonté même du PPM dans la loi, quand le PPM, lui, vote des motions de censure à l'Assemblée. Ce n'est pas cohérent. Il faut qu'on ait l'honnêteté et qu'on accepte le débat démocratique. C'est assez incompréhensible l'attitude actuellement des dirigeants du Parti progressiste martiniquais. Alors, pour les prochaines élections à venir au mois de juin, est-ce que les choses se dessinent déjà? On sait qui va s'associer avec qui? Est-ce que... Pour le moment, il faudrait, me semble-t-il, travailler à finaliser les projets. Et surtout, demander au président du Conseil exécutif de nous faire le plus rapidement possible une proposition pour le budget 2021. L'État a déjà voté sa loi de finances. L'État a mis en place un plan de relance pour l'économie française. Nous n'avons même pas fait de débat d'orientation budgétaire et nous n'avons pas de date pour voter le budget 2021. Ce n'est pas acceptable. Donc, ce que nous préconisons, nous, aujourd'hui, une opposition nouvelle, puisqu'on voit que plusieurs membres de l'ancienne majorité, on va dire, sont rassemblés notamment pour faire un recours. Il y a donc nécessité de travailler ensemble sur des propositions majeures que nous ferons inscrire dans le budget primitif 2021 de la collectivité, notamment sur la question du plan de relance et de son financement. Pour moi, c'est le gros enjeu avant les élections de juin 2021. Alors, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Est-ce que quand même, dans cette plénière, il y a des choses positives qu'on pourrait annoncer? Quelque chose de positif, d'abord pour le personnel que je tiens à saluer et remercier pour son implication, vraiment les agents de la collectivité. Une prime Covid, je me suis permis de faire une proposition qui a été acceptée, 330 €, 660 € et 1 000 € pour les agents qui avaient un surcroît d'activité. Dommage, on ne nous a pas donné le nombre d'agents très précisément. Mais, bref, j'espère que les agents auront cette prime. C'est le dossier pour les étudiants, là, qui sont dans une situation assez désespérante. Je suis moi-même père d'un garçon qui est étudiant à l'université et donc il y a des choses à faire et cet isolement permanent ça peut créer des troubles psychologiques, des angoisses. Il faut absolument qu'on trouve les moyens d'accompagner financièrement mais aussi psychologiquement tous ces jeunes qui peuvent avoir le sentiment que leur avenir est perdu, c'est-à-dire qu'une universitaire, je crains qu'il y ait des abandons donc de la part des étudiants, et nous devons les accompagner, les financer et être auprès d'eux, parce que jusqu'à nouvel ordre, ce sont les adultes qui doivent s'occuper des enfants, même si ce sont de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises sur les fonds européens pour financer aussi des projets, à la fois de particuliers, d'entreprises, mais aussi des villes, la ville de Fort-de-France, le plan Lumière, j'espère qu'il sera mis en œuvre pour redonner de l'éclat à notre belle capitale. Et puis d'autres dossiers, c'est le dossier de réparation, et j'insiste parce qu'il y a eu à la fin avec le conseil exécutif Marie-Sainte un débat un peu mouvementé parce qu'il ne nous dit pas très clairement combien d'argent on a investi pour réparer la route nationale 1, le CD15, chemin départemental 15, et puis les routes de Sainte-Marie très abîmées. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de transparence. Nous avons eu un gros débat sur le patrimoine de la collectivité. Jusqu'à maintenant, les élus n'ont pas l'inventaire. On ne sait pas combien de bâtiments possède la collectivité. En tout cas, ils refusent, la majorité, de nous donner l'information, une information qui est déterminante pour bien gérer la collectivité. Et plusieurs autres dossiers, ça me prendrait beaucoup plus de temps, Mano, mais une plénière qui a été dense, et j'espère surtout que les entreprises qui attendent le versement des aides obtiendront ces aides avant la fin de l'année. Il y a beaucoup d'entreprises qui attendent que les aides soient versées. La collectivité n'a pas de problème financier. Elle n'aura pas, hélas, avant la fin de l'année, mobiliser les 230 millions d'euros d'emprunt prévus au budget supplémentaire.
Et cela, je le regrette profondément. Une petite pensée pour les gens de Sainte-Marie qui ont tout perdu, hein, Oui. leur maison et tout. Est-ce que l'aide qui a été votée pourra être versée à ces gens avant la fin de l'année? Je l'espère. Aujourd'hui, on peut aller vite, hein, mais la question, c'est de savoir, c'est que ça dépend beaucoup du conseil exécutif. Et surtout, ce que je veux dire aux Samaritains, c'est que c'est le combat, la mobilisation qui paie. Nous sommes des Samaritains. Vous avez vu cette affaire pour l'arrêté de catastrophe naturelle assez incompréhensible, où le représentant de l'État a accepté qu'il y ait un arrêté qui ne mette pas les glissements de terrain. Mais c'est là qu'il faut se mobiliser. Il faut en amont pour éviter. Là, on nous dit maintenant que bon, ça a été pris, on va vous l'envoyer. Mais on a perdu du temps. Et les gens... et les assurances, évidemment, c'est du pain béni pour eux. Voilà. C'est hélas. Oui. Mais voilà le type de cafouillage que l'administration centrale pourrait éviter s'il y avait, à mon avis, aujourd'hui, une focalisation sur les vrais sujets. Il ne faut pas perdre son temps dans d'autres sujets. J'ai fait une intervention en faveur des marins-pêcheurs martiniquais, vous savez, qui disent que des DCP, des dispositifs de concentration de poissons, ont été coulés en mer par les services de l'État, mais pour dire parce que les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller à 20 000 nautiques alors qu'ils ont des embarcations pour aller à 5 000 nautiques. Mais une question de réglementation, quand dans le même temps vous avez toutes sortes de poissons d'importation vendus dans les hypermarchés et pas toujours de bonne qualité, je ne veux stigmatiser personne, mais surtout quand on dit aux pêcheurs, la pêche côtière, elle est trop intensive, la ressource se raréfie, il faut aller plus loin. Et dans le même temps, vous vous montrez comme un grand patron, vous êtes le maître du pays, vous décidez que vous coulez des DCP. Les marins-pêcheurs ont décidé de se mobiliser le 11 janvier. Naturellement, je serai à leur côté. Bien, très bien. Si vous avez des vœux à faire à la population martiniquaise qui voilà, nous regarde. À chacun d'entre vous, Martiniquais, je veux adresser déjà mes meilleurs vœux. Passons les fêtes dans la paix et dans la joie. Respectons les gestes barrières. À la limite, ne faisons pas de grandes tablées comme les ministres et restons en petit comité, là, entre parents, réjouissons-nous, soyons prudents. Cette maladie tue des gens. Cette maladie laisse des séquelles graves chez des amis que je connais, chez les vôtres aussi. Donc, soyons responsables, soyons unis. Et pour ceux qui vont à la messe, parce que je crois que ce sera autorisé, qu'ils adressent des prières pour à la fois leur famille, pour tous les Martiniquais, pour le monde entier. J'attends aussi la bénédiction que va nous donner Monseigneur Macaire à la fin de l'année. Voilà, et pour Zouk TV, pour vous, joyeux Noël et surtout continuez le combat. Il y a une décision qui a été votée en faveur des sociétés audiovisuelles et radiophoniques. J'espère que nous, collectivités, nous irons plus loin pour accompagner les médias locaux dans le travail fait pour informer l'opinion, pour faire que les Martiniquais apprennent à dialoguer entre eux, à confronter leurs idées, mais surtout dans la paix et dans le respect mutuel. Merci beaucoup, M. Fred Lordino. Merci, Mano. Bonne fête aussi à vous et à votre famille et aux vôtres. Hein. Et puis, vous qui nous regardez, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission.